tout le monde, c'est Pity Champi. Bon, désolé, la semaine dernière, j'avais la voix vraiment prise. Donc du coup, j'ai préféré ne pas tourner plutôt que vous offrir un épisode au rabais. Cette semaine, c'est pas fantastique non plus, mais on va essayer de faire quand même. J'espère que je vais tenir la longueur. Enfin bon, voilà. Donc désolé, et puis je voudrais vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à m'envoyer des messages d'encouragement pour continuer, etc. Donc écoutez, y a pas de souci, on continue, on n'arrêtera pas en si bon chemin. Je commence à avoir 2-3 idées dans mon sac, si je puis dire, hein, pour renouveler aussi un petit peu le concept. J'y travaille, voilà. J'ai quelques personnes qui me conseillent particulièrement bien, qui me donnent de très bonnes idées. Et donc, on va continuer à lire des histoires pendant un bon moment, rassurez-vous. Allez, on enchaîne tout de suite sur cet épisode 5 de l'horreur à Dunwich. L'hiver suivant se produisit un événement des plus insolites. Le premier voyage de Wilbur hors de la région de Dunwich, ses requêtes par correspondance à la bibliothèque Widener de Harvard, la Bibliothèque nationale de Paris, le British Museum, l'Université de Buenos Aires et la bibliothèque de l'Université Miskatonic d'Arkham n'avaient pu lui obtenir le prêt d'un livre dont il avait désespérément besoin. Aussi se résolut-il à se présenter en personne, mine négligée d'une propreté douteuse, barbe profuse, le langage d'un rustre, afin de consulter l'exemplaire de Miskatonic le plus proche de lui géographiquement parlant. C'est ainsi que cette gargouille noiraude à face caprine de 2,50 m, porteur d'une valise de mauvaise qualité, toute neuve, achetée à l'épicerie d'Osborne, apparut un jour à Arkham, en quête du tome redouté gardé sous clé à la bibliothèque de l'université, l'atroce Necronomicon de l'arabe dément Abdul al-Hazred, dans la traduction latine d'Olaus Wormius, publié en Espagne au XVIIe siècle. Wilbur n'avait encore jamais vu de ville, mais rien ne le détourna de son chemin jusqu'à l'université. Une fois là-bas, il passa sans y prendre garde devant le gros chien de garde au croc étincelant qui lui aboya dessus avec une fureur démesurée en tirant comme un fou sur sa lourde chaîne. Wilbur avait apporté avec lui l'exemplaire inestimable mais incomplet de la traduction anglaise de l'ouvrage par le docteur Dee, que lui avait légué son grand-père. Ayant obtenu l'accès au livre en latin, il entreprit sur le champ de comparer les deux textes dans le but de repérer un passage bien particulier qui aurait dû se trouver à la page 751 de son exemplaire fragmentaire. Il lui aurait été difficile, sans se montrer excessivement grossier, de refuser de répondre au conservateur de la bibliothèque, le même érudit, Henry Armitage, diplômé de Miskatonic, docteur en philosophie de Princeton et en littérature de Johns Hopkins, qui lui avait un jour rendu visite à la ferme et qui, à présent, l'assaillait de questions polies. Wilbur dut reconnaître qu'il cherchait une espèce de formule ou une incantation dans laquelle apparaîtrait le nom redouté de Yog-Sothoth et se retrouvait un peu perdu à cause de plusieurs divergences, répétitions et ambiguïtés qui compliquaient beaucoup sa tâche d'identification. Alors, le jeune Watley recopiait la formule sur laquelle son choix s'était finalement arrêté. Le docteur Armitage derrière lui jeta un coup d'œil involontaire sur le livre ouvert
et constata que la page de gauche, dans la traduction latine, comportait une monstrueuse menace contre la tranquillité et la santé spirituelle du monde. Il importe aussi de ne pas croire, lut Armitage en traduisant mentalement, que l'homme soit le plus ancien ou le dernier à venir des maîtres de la terre, ou que la vie et la matière ordinaire soient les seuls à fouler le sol. Les anciens furent, les anciens sont, les anciens seront. Ils ne vivent pas dans les espaces que nous connaissons, mais entre eux, et marchent sereins, premiers hors de nos dimensions et invisibles à nos yeux. Yog-Sothoth connaît la porte. Yog-Sothoth est la porte. Yog-Sothoth est le gardien de la porte et la clé. Passé, présent, avenir sont teints en Yog-Sothoth. Il sait où autrefois les anciens ont franchi la brèche et où ils la franchiront encore. Il sait où ils ont foulé les champs de la terre et où ils les foulent encore, et pourquoi nul ne les voit quand ils les foulent. Parfois, près d'eux, on les reconnaît à leur odeur, mais de leur aspect nul ne sait rien. Sauf lorsqu'il ressort dans les traits de ceux qu'ils ont engendrés parmi l'humanité. Et de cela, il y a beaucoup de sortes, allant de la ressemblance avec la véritable image de l'homme, à la forme invisible et sans substance qui les caractérise. Ils errent sans qu'on les voie, empestant les lieux solitaires où les mots furent prononcés et les rites hurlés lors de leur saison. Le vent jargonne de leur voix, la terre grommelle de leur conscience. Ils ploient la forêt et broient la cité. Pourtant, ni forêt ni cité ne voient la main qui les frappe. Kadat, dans les froides étendues perdues, les a connus, et qui désormais connaît Kadat? Dans le désert de glace du sud et les îles englouties sous l'océan, gisent des pierres où leur sceau est gravé. Mais qui a vu la ville figée dans la glace, ou la tour scellée que depuis longtemps, en guirlandes, algues et bernacles? Le grand Cthulhu est leur cousin, pourtant il ne peut guère que les apercevoir. Là, Shub-Niggurath, tu les reconnaîtras à leur pestilence. Leur main est sur ta gorge, et pourtant tu ne les vois pas. Et leur demeure se confond avec ton seuil défendu. Yog-Sothoth est la clé de la porte, là où se joignent les sphères. L'homme règne à présent, où autrefois il régnait. Bientôt, ils régneront où à présent règne l'homme. Après l'été, l'hiver. Après l'hiver, l'été. Ils attendent, patients et puissants, car ils régneront encore. Le docteur Armitage, mettant en relation ce qu'il venait de lire avec ce qu'il avait entendu dire au sujet des phénomènes inquiétants qui se manifestaient à Dunwich, ainsi qu'au sujet de Wilbur Whateley et de la sombre et hideuse aura qui l'entourait depuis sa naissance improbable, jusqu'au soupçon de matricide pesant sur lui, ressentit une vague d'effroi aussi tangible que le courant d'air moite et glacé surgit d'une tombe.
Le géant caprin voûté devant ses yeux lui parut soudain comme engendré par une autre planète ou une autre dimension, comme s'il s'agissait d'un être n'appartenant que partiellement à l'humanité, lié au gouffre noir abritant des essences et des entités qui s'étendaient telles de titanisques fantasmagories au-delà des sphères de la force et de la matière, de l'espace et du temps. À cet instant, Wilbur leva la tête et parla de cette voix étrange et sonore qui faisait soupçonner en Louis des organes de vocalisation différents de ceux de l'espèce humaine ordinaire. Monsieur Armitage, je crois qu'il faut que j'aie le livre chez moi. Il y a dedans des choses qu'il faut que j'essaye dans de certaines conditions que je peux pas les avoir là. Et ce serait péché mortel de laisser un règlement m'empêcher. Laissez-moi l'emprunter, monsieur, et jure que point personne il saura. J'ai pas besoin de vous dire que je saurai en prendre soin. C'est pas moi que j'ai mis l'exemplaire dit dans l'état qui est. Il s'arrêta en voyant l'expression résolue de refus sur le visage du conservateur, et ses propretés de bouc se firent ruser. Armitage, qui s'apprêtait à lui dire de recopier tous les fragments dont il avait besoin, pensa soudain aux conséquences possibles de sa suggestion et s'en abstint. Le risque semblait trop grand de remettre à cette créature les clés permettant d'accéder à des sphères étrangères aussi blasphématoires. Watley comprit ce qu'il était et s'efforça de réagir avec des involtures. Bon si vous le prenez comme ça, peut-être Harvard fera pas autant de temps, toi. Sans rien ajouter, il se leva et sortit du bâtiment, baissant la tête à chaque pas de porte. Armitage entendit le grognement féroce du gros chien de garde et observa le pas simiesque de Watley qui traversait la petite portion du campus visible de la fenêtre. Il songea au récit délirant qu'on lui avait rapporté, se rappela les articles du dimanche parus dans l'Advertiser et les légendes qu'il avait recueillies auprès des paysans et des villageois de Dunwich au cours de son unique voyage là-bas. Des êtres invisibles, étrangers à notre terre, du moins sa parité tridimensionnelle, se pressaient, puants et horribles, dans les contes de la Nouvelle-Angleterre et imposaient leur présence obscène au sommet des montagnes. Il en avait depuis longtemps la conviction, et à présent il lui semblait ressentir la présence toute proche d'un élément abominable, de cette horreur envahissante, et entrevoir l'approche finale d'une domination obscure de ces antiques cauchemars qui jusque-là étaient restés passifs. Il remit sous clé le Necronomicon avec un frisson de dégoût. Mais une puanteur anormale, impossible à identifier, flottait encore dans la pièce. Tu les reconnaîtras à leur pestilence, récita-t-il. Oui, cette puanteur était bien celle qui lui avait donné la nausée à la ferme Watley, moins de 3 ans auparavant. Armitage repensa à Wilbur avec son allure menaçante de bouc et éclata d'un rire railleur en se rappelant les rumeurs du village quant à l'identité de son père. La consanguinité, murmura-t-il, à part lui. Seigneur, quels imbéciles! Si on leur faisait lire le grand dieu Pan d'Arthur Machen, ils n'y verraient qu'un des scandales ordinaires à Dunwich. Quel être, quelle maudite créature invisible sur ou hors de notre planète tridimensionnelle a donc engendré Wilbur Watley? Il est né à la Chandeleur, 9 mois après la nuit de Walpurgis en 1912, quand on a entendu parler jusqu'à Arkham d'étranges bruits souterrains dans les collines. Qu'est-ce qui a foulé le sommet des montagnes cette nuit de mai? Quelle horreur surgit à la fête de la Croix s'est attachée au monde dans un être de chair et de sang à moitié humain?
Au cours des semaines qui suivirent, le docteur Armitage entreprit de rassembler toutes les informations connues sur Wilbur Whateley et les présences invisibles hantant les collines autour de Dunwich. Il prit contact avec le docteur Upton Danesbury, celui qui avait assisté à l'agonie du vieux Whateley, et les dernières paroles du grand-père que le médecin lui rapporta donnèrent beaucoup à penser au savant. Un voyage à Dunwich ne lui apprit pas grand-chose de neuf, mais une étude approfondie des passages du Necronomicon que Wilbur avait cherché si fiévreusement lui fournit de nombreux et effrayants indices quant à la nature, les méthodes et les desseins de ce mal inconnu qui semblait menacer notre planète. Des discussions avec plusieurs spécialistes du folklore archaïque à Boston, des échanges épistolaires avec beaucoup d'autres un peu partout dans le pays, apportèrent à Armitage toujours plus de révélations étonnantes. Peu à peu, après être passé par divers degrés d'inquiétude, s'éveilla en son esprit une crainte des plus réelles. Tandis que l'été s'écoulait, la nécessité d'agir contre la terreur rampante, chitant dans la hauteur autour de la vallée de la Miskatonic, et contre l'être monstrueux connu dans le monde des humains sous le nom de Wilbur Whateley, commença à s'imposer dans l'esprit de l'universitaire. Voilà, c'était l'épisode 5 de l'horreur à Dunwich. J'avoue que j'ai eu quelques difficultés à certains moments, vous l'avez peut-être entendu. Mais je voulais vous faire un épisode. Donc, je vous remercie de votre indulgence. Et je vous dis à la semaine prochaine, j'espère, en meilleure forme. Voilà. Allez, à bientôt et faites très attention à vous.